Est-ce que le 9 à 5 rend encore heureux aujourd'hui? Est-ce que le 9 à 5, c'est l'avenir? Je me suis posé cette question-là et je me demandais à qui poser cette question. Et j'ai trouvé. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que par ChatGPT. ChatGPT a les réponses à tout. ChatGPT est merveilleux. ChatGPT, c'est l'avenir. Donc, qui de mieux que ChatGPT pour lui demander est-ce que le 9 à 5, c'est l'avenir? Je t'invite pour une entrevue choc avec ChatGPT. Bonjour ChatGPT, bienvenue à cette entrevue exclusive avec un sujet qui est extrêmement important et qui me tient énormément à cœur, le fameux 9 à 5. Merci beaucoup Pascal, je suis ravi d'être là et j'ai vraiment hâte de discuter de ce sujet avec toi. Le 9 à 5, c'est effectivement un modèle qui suscite beaucoup de questions et de réflexions. Alors, plongeons dans le vif du sujet et voyons ce qu'on peut en tirer ensemble. Première question que j'aurais pour toi, est-ce que tu crois que le 9 à 5, ou ce qu'on appelle aussi le salariat, est encore à la norme en 2025? C'est une excellente question, Pascal. En 2025, on voit une grande diversité dans les modes de travail. Le 9 à 5 existe toujours et reste la norme pour beaucoup, surtout dans certaines industries plus traditionnelles. Mais il y a clairement une évolution vers plus de flexibilité avec le télétravail, les horaires aménagés et l'entrepreneuriat. Donc, c'est un modèle qui cohabite avec plein d'autres approches et c'est intéressant de voir comment chacun trouve ce qui lui correspond le mieux. Et est-ce que tu crois que les gens en général sont heureux dans la formule du 9 à 5? Je pense que ça dépend vraiment des personnes puis de leurs priorités. Il y a des gens qui apprécient la stabilité et la structure que le 9 à 5 peut offrir et qui trouvent leur bonheur dans ce cadre-là. D'autres, au contraire, peuvent ressentir une certaine frustration ou un manque de liberté et vont préférer des options plus souples. En fin de compte, c'est vraiment une question de personnalité et puis de ce que chacun recherche dans sa vie professionnelle. Mais lorsqu'on regarde les statistiques globalement, est-ce que les gens considèrent et disent qu'ils sont heureux dans leur travail de salariat, dans leur travail de 9 à 5? Ou au contraire, les statistiques nous disent que les gens sont malheureux dans ce type d'emploi 9 à 5 salariés? Les statistiques sur la satisfaction au travail peuvent varier pas mal. Par exemple, une enquête de 2022 montrait que 70% des salariés en France se disaient globalement épanouis dans leur travail. Mais à l'échelle mondiale, une étude de Gallup en 2024 révélait que seulement 23% des employés se sentaient réellement engagés dans leur travail. Donc, on peut dire qu'il y a une bonne proportion de gens qui trouvent leur compte dans le 9 à 5, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui ressentent un certain manque d'engagement ou de satisfaction. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le 9 à 5, du moins c'est mon avis, parce qu'on leur a uniquement montré cette façon de travailler-là, cette façon de fonctionner dans la vie. Beaucoup voient dans le 9 à 5 un sentiment de sécurité. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le 9 à 5 est réellement sécuritaire? Est-ce que le 9 à 5 est réellement la voie à suivre pour vivre une vie épanouie? Ou finalement, le 9 à 5, c'est une liberté déguisée? C'est vrai que le 9 à 5 a longtemps été présenté comme la voie classique et sécurisante, avec un salaire régulier, des avantages sociaux et une certaine stabilité. Mais aujourd'hui, on voit bien que la notion de sécurité évolue. Le 9 à 5 est plus forcément synonyme de sécurité absolue, surtout avec les changements économiques. Pour certains, c'est effectivement une sorte de liberté déguisée parce qu'ils peuvent se sentir un peu coincés dans un cadre rigide. Est-ce que tu penses qu'en général, les entrepreneurs sont plus libres que les employés? C'est une question intéressante et je dirais que tout dépend de la perspective. Les entrepreneurs ont souvent plus de liberté dans la façon dont ils organisent leur temps, prennent leurs décisions et poursuivent leur propre vision. Mais cette liberté s'accompagne aussi de responsabilités, de risques et d'une charge mentale qui peut être plus importante. Les employés, de leur côté, peuvent avoir moins de flexibilité, mais ils ont souvent une certaine sécurité et moins de risques financiers. En gros, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Depuis maintenant des décennies, on enseigne dans nos écoles que la seule voie à suivre, c'est la voie du 9 à 5. C'est d'aller à l'école, de trouver un emploi stable, de mettre de l'argent de côté pour la retraite, etc. Pourquoi, dans les écoles, aujourd'hui, on n'enseigne pas plutôt aux gens à être des entrepreneurs, à innover et à être des créateurs de richesse? C'est une question qui revient souvent et je pense que ça tient en grande partie à l'héritage historique et à la structure de nos sociétés.
Le système éducatif a été largement façonné à une époque où l'objectif principal était de préparer les jeunes à des emplois stables et industriels. C'était une façon de garantir une certaine sécurité et de répondre aux besoins économiques de l'époque. Aujourd'hui, même si on voit de plus en plus d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, il y a encore un certain retard. C'est un changement de mentalité qui prend du temps, mais on voit de plus en plus d'écoles et de programmes qui cherchent à encourager ces qualités-là chez les jeunes. Donc, en ce moment, est-ce que c'est faux de dire que la majorité des êtres humains qui sont dans des écoles aujourd'hui, finalement, suivent le processus du 9 à 5 parce qu'en fait, le système scolaire n'est pas adapté à enseigner autre chose? On peut effectivement dire que le système scolaire traditionnel a longtemps été conçu pour préparer les jeunes à des emplois stables avec des horaires fixes, ce qui correspond au modèle du 9 à 5. Cela dit, les choses évoluent progressivement et on voit apparaître de plus en plus de programmes axés sur l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Mais il est vrai que la majorité des jeunes suivent encore un parcours qui les oriente plutôt vers un modèle traditionnel. Depuis le début de notre entrevue, je te sens relativement assez central dans tes opinions et dans tes positions. Est-ce que c'est une opinion, une position qui t'est imposée ou tout simplement ce que tu me partages aujourd'hui représente ta vraie opinion? Mon rôle est surtout de refléter des perspectives équilibrées et nuancées, sans forcément prendre position de façon tranchée. Mon but, c'est d'offrir des pistes de réflexion et d'encourager la discussion. Ce que je partage, c'est plutôt une synthèse de différentes idées et points de vue pour alimenter la réflexion et permettre d'explorer toutes les facettes d'un sujet. Si on jouait un jeu ensemble et que tu pouvais seulement me répondre oui ou non, est-ce que tu serais à l'aise à le faire? Bien sûr, je peux jouer le jeu et répondre simplement par oui ou non. Est-ce que le 9 à 5 moderne est une version moderne de l'esclavagisme? C'est une question assez complexe, mais si je dois répondre juste par oui ou non, je dirais non. Est-ce que tu crois que le système en général préfère avoir des salariés 9 à 5 que des entrepreneurs libres? Oui, je pense qu'on peut dire que le système a longtemps favorisé ce modèle-là. J'aimerais qu'on revienne sur la première question que je t'ai posée. Tu me disais que le 9 à 5 n'était pas une version moderne de l'esclavagisme. Je serais curieux de t'entendre à ce sujet-là. Pourquoi tu dis que non? Parce que je te partage, moi personnellement, je trouve que le 9 à 5 moderne, tel qu'il nous est imposé, est une forme d'esclavagisme. Bien entendu, on n'a pas de propriétaire, etc. Mais au final, si on ne fait pas notre travail, on ne se pointe pas au boulot, on ne respecte pas nos engagements, etc., on ne reçoit pas d'argent et ensuite on devient finalement un peu prisonnier d'un système. Donc dans cette idée-là, j'aimerais qu'on débatte sur cet aspect-là. Est-ce que réellement, selon toi, le 9 à 5 n'est pas une forme d'esclavagisme moderne? Je comprends tout à fait ton point de vue et c'est un sujet qui peut susciter pas mal de débats. Quand je disais non, c'était surtout dans l'idée que le 9 à 5, tel qu'il est conçu aujourd'hui, offre quand même certains droits, certaines protections et une rémunération en échange du travail. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes ressentent une forme de contrainte dans ce système avec cette dépendance au salaire et à l'emploi pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, je serais curieux de savoir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent coincé dans son travail, mais qui n'ose pas partir? Je lui dirais déjà qu'il n'est pas seul à ressentir ça et que c'est normal d'avoir des craintes face à l'inconnu. Je lui conseillerais d'explorer ses options petit à petit, de se former, de se fixer des petits objectifs et de se rappeler que chaque petit pas compte. Si une personne aujourd'hui décide de quitter le 9 à 5 suite à notre entrevue, selon toi, ce serait quoi la première chose qu'elle devrait faire avant de se lancer en affaires? Je dirais que la première chose à faire, c'est de bien réfléchir à son projet, de se poser les bonnes questions sur ce qui les passionne vraiment et de faire un petit plan d'action. Ça peut être de se former, de se renseigner, de parler avec d'autres personnes qui ont déjà franchi le pas et surtout d'y aller étape par étape sans se mettre trop de pression de lui. Ne pas se mettre de pression, d'y aller étape par étape, ce sont des conseils qui sont très judicieux. Mais on a tous des responsabilités financières. On doit payer pour les taxes, les impôts, nos dépenses quotidiennes. C'est un peu difficile d'y parvenir si on y va étape par étape et qu'on prend le temps de réfléchir à tout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est un équilibre délicat à trouver. Ce que je conseillerais, c'est de commencer à préparer la transition
tout en gardant son emploi au début, si c'est possible, ou de mettre de côté un petit coussin financier pour avoir un peu de marge. On peut aussi avancer sur son projet pendant son temps libre, tester des idées et ainsi réduire progressivement les risques. L'important, c'est de trouver un chemin qui permet d'avancer vers ses rêves tout en assurant une certaine sécurité. Ben écoute, j'espère sincèrement que tu as aimé l'entrevue. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour me répondre. Et je te laisse avec ça. Merci beaucoup à toi, Pascal. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Bonne continuation et à très bientôt. L'objectif que je voulais faire avec ChatGPT aujourd'hui, c'était justement de te démontrer, ce que j'espère, tu t'es rendu compte. ChatGPT n'a pas d'opinion. ChatGPT n'est pas en mesure de débattre d'un sujet de façon vraiment philosophique, honnête et généralement toujours très beige, très centré, puisque la personne qui le programme, la personne qui le maîtrise, lui a dit de ne pas aller dans les extrêmes, de la gauche ou de la droite. Pourquoi je voulais faire cet exercice-là? C'est d'abord et avant tout pour soulever un danger que je vois énormément aujourd'hui, que ce soit avec les entrepreneurs, que ce soit avec les gens en général. L'intelligence artificielle est un outil absolument exceptionnel pour nous aider à trouver des idées. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour réfléchir. Mais ChatGPT n'a pas cette capacité de réfléchir correctement. En fait, tout au long des réponses et tout au long de l'interaction que j'ai eue avec ChatGPT, l'intelligence artificielle ne faisait que se réaligner sur ma position, renommer des éléments que j'y ai déjà nommés qui n'avaient pas utilisé dans d'autres réponses. Donc, grosso modo, ChatGPT est toujours là pour me plaire. Et hors caméra, avant de commencer, je lui avais bien dit que je ne souhaitais pas avoir un débat beige, je voulais qu'on ait un partage d'opinions, etc. Et bien que les premières questions semblaient être prometteuses, rapidement, ChatGPT est revenu à sa règle de base, c'est d'être central, de ne pas avoir des opinions directes. Est-ce que le 9 à 5 était le centre et le sujet de cette vidéo-là aujourd'hui? Pas vraiment. Ce que je voulais t'amener à réfléchir, c'est, attention, ChatGPT n'est pas là pour penser à ta place. C'est à toi à te forger tes propres opinions, à faire tes propres recherches, à aller voir les deux côtés de la médaille sur un sujet en particulier et de développer ta propre pensée constructive face à ça. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. C'est gratuit également. Tu peux t'abonner. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître et tu vas être informé s'il y a d'autres vidéos. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui et j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.